Merci Camille pour ce passage de relais. Et tout d'abord, bonjour à tous. J'espère que vous vous portez tous très bien et que vous êtes confinés dans les meilleures conditions possibles. Alors, je vais me présenter rapidement juste pour apporter un peu de légitimité à ce que je vais pouvoir vous apporter comme information. Donc, comme on l'a dit précédemment, je m'appelle Frédéric Garriguet et je suis l'heureux directeur du marché ou de la BU dédiée aux entreprises et collectivités de chez Texial. Donc, Camille, tu peux passer au slide suivant. Oui. Je vais vous présenter rapidement qui est Texial pour apporter de la matière et de la substance à ce que je vais pouvoir vous présenter également. Alors, Texial est une filiale d'Engie, tout d'abord, pour comprendre qui nous sommes. Nous sommes une filiale historique qui est née il y a plus de 30 ans. Et notre premier métier, c'était d'accompagner nos clients, donc les clients particuliers, dans la compréhension et la bonne application de leurs factures d'énergie et notamment de gaz réparti. Donc, depuis 30 ans, nous accompagnons nos clients dans leur parcours client pour justement comprendre leur facture énergétique. Nous avons adopté un virage assez significatif en 2013-2014, puisque nous avons décidé donc de changer d'orientation, d'utiliser des leviers de croissance. À cette période, nous sommes devenus ce qu'on appelle un délégataire d'énergie. Un délégataire, vous allez comprendre sur le slide suivant ce qu'est un délégataire. Et donc, nous sommes devenus des spécialistes, quelque part, du montage de dossiers, des certificats d'économie d'énergie pour le compte des particuliers, des entreprises et des collectivités. Aujourd'hui, Texial, c'est une filiale donc significative pour le groupe Engie. C'est une filiale qui compte plus de 300 collaborateurs qui sont dédiés au service client, donc le service client qui est resté et qui demeure notre ADN. Donc notre première force, c'est évidemment de comprendre le besoin du client et de l'accompagner dans son parcours, quel qu'il soit. Nous sommes d'ailleurs significatifs sur ce dispositif des certificats d'économie d'énergie, puisque nous sommes signataires, adhérents, participants à dans plusieurs groupements énergétiques, comme par exemple l'AT2E ou le GPC2E. Je ne vais pas rentrer dans ce détail puisque celui-ci ne vous intéressera pas forcément. Ce qu'il faut retenir pour comprendre l'activité de Texial, c'est que nous accompagnons donc tous les clients que je viens de vous citer dans leur projet d'efficacité énergétique, c'est-à-dire dans la mise en œuvre de travaux qui vont être plus performants sur le plan de la consommation énergétique. Alors, je vais vous expliquer sur le slide suivant pour comprendre comment ça fonctionne, mais en gros, ce que vous devez retenir, c'est que sur 2019, nous avons versé, à titre participatif, plus de 32 millions d'euros de primes pour le compte, justement, de la mise en œuvre de travaux économes en énergie. Là, Camille, tu peux aller au slide suivant. Alors, on va comprendre. Je vais essayer de vous expliquer simplement ce qu'est le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Alors, c'est un dispositif qui est fantastique. Tout d'abord, il a été mis en place par l'État suite au protocole de Kyoto en 2005, où un certain nombre d'actions ont été mises en place par les États membres qui ont ratifié ce protocole. Alors, c'est un dispositif fantastique à plusieurs titres. Pourquoi? Parce qu'il est imposé et mis en place par l'État et qu'il ne coûte pas un centime à l'État. Vous allez comprendre. Les énergéticiens que je représente, puisque Texial est devenu délégataire d'obligations, doivent inciter les clients finaux, ce qu'on appelle des bénéficiaires, donc je les rappelle, les particuliers, les entreprises, les collectivités, à réaliser des économies d'énergie. Donc l'État fixe des obligations aux énergéticiens et donc délégataires que nous sommes par exemple Texial, pour réaliser des économies d'énergie. Donc ce qui est quand même antinomique avec notre activité première, qui est la fourniture d'énergie. L'État nous demande d'économiser ou de faire économiser donc la consommation de notre matière première. Alors comment ça fonctionne? Nous, obligés ou délégataires, nous sommes là pour inciter le client final à réaliser ces fameux travaux économes en énergie. Évidemment, on trouve plusieurs intervenants dans ce dispositif, puisque ceux qui réalisent les travaux
doivent être des installateurs agréés ou certifiés. Vous avez entendu parler notamment de la certification RGE, par exemple. Et donc, nous, obligés, nous passons par des installateurs, des partenaires pour réaliser les travaux économes en énergie à nos particuliers, entreprises et collectivités. Pour les inciter, nous les incitons par plusieurs biais, l'accompagnement, justement des systèmes digitaux pour suivre la consommation énergétique, mais surtout par le versement d'une prime qui va venir participer au financement de ces travaux. Donc voilà, ce système, ce dispositif, qui est un dispositif qui fonctionne par période de 3 ou 4 ans, existe depuis une bonne dizaine d'années désormais, et va être reconduit pour une 5e période. Donc nous sommes là pour inciter donc nos clients finaux à réaliser ces fameux travaux économes en énergie. Donc on peut passer au slide suivant pour terminer, puisque le slide suivant est là surtout pour vous passer le relais et comprendre la nécessité de la digitalisation dans ce dispositif. Pour bien réaliser donc son projet économe en énergie, eh bien, il vous faut être accompagné. C'est une obligation. Vous devez être accompagné par un énergéticien qu'on appelle obligé. Vous avez compris que l'État fixe des obligations et par extension, nous sommes devenus des obligés. Donc, vous devez être absolument accompagné pour pouvoir, en amont de vos travaux, connaître le montant de la prime que vous allez pouvoir percevoir lorsque les travaux auront été donc finalisés et certifiés conformes. Vous allez donc obtenir de notre part une prime qu'on appelle le certificat d'économie d'énergie. Donc, pour bien réaliser son projet, je dirais qu'il y a 3 points importants. C'est d'être accompagné par un expert, tout simplement, qui va pouvoir valoriser vos certificats d'économie d'énergie à sa juste valeur. Et pour pouvoir suivre votre projet, mais surtout juger de la performance de votre projet, la nécessité de la digitalisation est évidemment prépondérante dans ce dispositif. La mise en place des outils de pilotage pour suivre l'évolution de vos projets et mesurer est absolument nécessaire pour le bon fonctionnement et la compréhension justement du projet que vous aurez pu mettre en œuvre. Et là, je vais passer la parole à Pascal, il me semble, qui va justement vous faire comprendre toute la nécessité de la digitalisation dans votre projet de performance énergétique. Merci Frédéric. Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Pascal Lecatelier, je suis chef de projet en charge depuis 2016 du maintien en condition opérationnelle du système d'information B2B2C de collecte de traitement des certificats d'économie d'énergie pour les travaux résidentiels pour le compte de la direction des tarifs réglementés d'Engie. Alors, la collecte des certificats d'économie d'énergie s'inscrit dans un ensemble de programmes de rénovation énergétique ayant pour objectif de réduire à la fois la facture énergétique des particuliers et des entreprises et l'émission de rejet de CO2. Le processus de collecte des C2E mis en œuvre par Engie répond aux enjeux de dématérialisation des processus SI. Ce système d'information de traitement des C2E se décline en un portail web B2B à destination des partenaires en charge de la réalisation des travaux. Les partenaires sont des professionnels, installateurs, homologués pour réaliser des travaux de rénovation énergétique, par exemple l'isolation des logements, des murs, des combles ou la pose de chaudières haute performance. Ces professionnels, ces installateurs, utilisent le portail afin de déclarer, déposer et suivre l'avancement de leur dossier. Les partenaires sont rémunérés par Engie selon le volume de CUMAC collecté conforme, d'où une forte exigence de leur part du bon fonctionnement de nos SI. Le CUMAC, dont on vient de parler tout à l'heure, est une unité de mesure qui définit l'effort réalisé dans le cadre d'économie d'énergie. Cette unité est placée à la suite du kilowattheure et on parle généralement de kilowattheure CUMAC. Cette unité sert à mesurer une quantité d'énergie, le CUMAC, et employée dans le calcul des certificats d'économie d'énergie. Le SI comprend également un portail web back-office permettant à des conseillers de vérifier la conformité des dossiers et d'apporter le support auprès des partenaires. Les dossiers conformes sont ensuite déposables auprès du pôle national des certificats d'économie d'énergie. Tu peux passer, Camille, au slide suivant. Alors, la maintenance en conditions opérationnelles ou MCO mis en place couvre principalement les évolutions réglementaires, les évolutions digitales ou dites capacitaires
et la gestion des incidents ainsi que la correction des anomalies urgentes. Il existe également un MCO préventif pour la prise en charge des demandes de changement technique, par exemple d'infrastructure ou de mise à jour de sécurité ou de montée de version. Pour mener à bien notre MCO, nous échangeons avec différents interlocuteurs. La direction marketing pour les fonctionnalités du portail. Par exemple, elle est en charge de la définition des différents parcours du portail afin de répondre entre autres aux problématiques d'expérience utilisateur ou de web analytique. Les experts réglementaires pour la mise en application des décrets. Le responsable qualité en charge de piloter les équipes de conseillers BO back-office. Le RSSI pour toutes les problématiques de sécurité, en particulier la sécurisation des parcours d'authentification. Le RSE, responsable social de l'entreprise, pour le respect de la mise en œuvre des règles d'éco-conception. Le SI qu'on a mis en place, en fait, subit une empreinte énergétique du portail est évaluée chaque trimestre afin d'assurer un SI éco-responsable. Nous utilisons, entre autres, comme outil Green IT. Et enfin, le délégué de la protection des données pour la conformité RGPD des données utilisées par nos systèmes applicatifs. En particulier pour assurer le respect des délais de conservation des données des bénéficiaires afin d'isoler les informations qui relèvent des données commerciales, des données et des données réglementaires. Le principal enjeu étant que les SI doivent être à jour de leurs obligations réglementaires afin qu'Engie ne soit pas pénalisé financièrement. Les dossiers qui ne répondent pas aux obligations réglementaires ne pourront être déposés auprès du pôle national des certificats d'énergie. Les objectifs d'Engie ne pourront être atteints et des pénalités par kilowattheure QMAC seront déclenchées. À titre d'information, le montant actuel de la pénalité est d'environ 20 € par mégawattheure QMAC non atteint pour un objectif annuel de 18 TWh QMAC concernant nos systèmes d'information. Alors, c'est quelques chiffres, mais notre SI a collecté en 2019 24 TWh QMAC, pour vous donner un ordre d'idée. Les évolutions qui nous sont soumises sont classées par ordre de priorité. Elles doivent répondre aux exigences, dans un premier temps, réglementaires, puis RGPD, sécurité, processus qualité, marketing et éco-conception. La contrainte de délai entre la date de sortie officielle d'un décret ministériel et la date de mise en application est variable, de 1 semaine à 3 mois. Dans certains cas exceptionnels, un décret correctif afin de corriger une erreur dans un précédent décret nécessite une mise en application immédiate. Enfin, pour minimiser l'impact de ces contraintes et assurer le respect des délais, nous anticipons les phases de conception et de développement sur la base de projets de décret, puis nous ajustons si nécessaire le delta aux sorties du décret. Engie ayant la volonté d'être en conformité à date de chaque décret. Voilà, j'ai fini ce slide. Je vous propose de découvrir la méthode, le processus de delivery que nous avons mis en œuvre afin de répondre aux objectifs et aux enjeux qui nous ont été demandés. Les objectifs que nous devons atteindre nécessitent de répondre en priorité et avec précision à des demandes de changement réglementaire pour lesquelles nous sommes tenus à un niveau de qualité élevé. Toute anomalie ayant un impact fort sur la collecte de C2E, en particulier financier. Cela nécessite un niveau de test élevé. Les objectifs que nous devons atteindre nécessitent de répondre à des demandes de changement des processus de contrôle qualité et de sécurité, et dans les meilleurs délais pour les autres types de demandes. Les autres types de demandes sont plus facilement anticipables et peuvent donc être planifiés et arbitrés au regard de notre capacité à faire. Le processus de delivery mis en œuvre doit permettre d'effectuer des livraisons par version applicative afin d'assurer une traçabilité de bout en bout des demandes de changement au déploiement. Le processus de delivery doit permettre de répondre à des demandes de changement avec un périmètre fonctionnel fini. Dans le cas d'évolution réglementaire, il est souvent conseillé d'utiliser des méthodes prédictives, comme Waterfall ou le cycle en V, car le périmètre et les délais sont fixés et le résultat engageant juridiquement et financièrement. Le processus doit également permettre de réaliser des demandes de changement avec un périmètre fonctionnel en cours de définition. Les évolutions capacitaires, comme les fonctionnalités digitales d'enrichissement des parcours, peuvent être réalisées dans le cadre d'une méthode agile, comme Kanban, car le périmètre ou le délai n'est pas strictement fixé et s'ajustera aux moyens. Le processus de delivery doit permettre d'assurer des tests avec une couverture complète du périmètre fonctionnel livré. Nous devons favoriser la mise en place de tests automatisés pour le réglementaire afin d'assurer une couverture complète des exigences décrites et qui pourront être rejouées sur chaque environnement et pour les versions futures dans le cadre de tests de non-régression. Le processus de delivery doit permettre de réduire nos délais de livraison sur les différents environnements.
en étant autonome dans le processus de développement via une approche DevOps que nous avons intégrée. Une mise en place d'une intégration continue afin d'assurer la qualité de code et une couverture des tests unitaires, et une mise en place d'un déploiement continu via un workflow de validation des différents acteurs du projet. Pour y parvenir, nous avons opté pour une méthode hybride. Nous avons opté pour les principes agiles pour faciliter et apporter de la flexibilité dans les phases de réalisation. Donc, nous utilisons un backlog produit, des user stories, des sprints. Et les principes agiles couplés à DevOps, dans notre contexte, facilitent une livraison au fil de l'eau des évolutions. Leurs tests fonctionnels en sont facilités et la mise à disposition des métiers accélérée. Nous avons opté pour les méthodes prédictives pour assurer le cadrage et la planification des versions et des évolutions réglementaires. Ça nous permet de planifier les phases de conception, de recettes métiers et de déploiement. On maintient une roadmap de versions annualisée. Nous ne serions pas parvenus à industrialiser notre processus de delivery sans outils. Nous utilisons un outil de type ALM, Jira, pour le suivi d'avancement des demandes. Nous avons créé des workflows Jira adaptés à la méthode de delivery mis en place, avec des workflows pour chacun des types de typologies de demandes. On a des demandes de changement, les user stories, des anomalies de recettes, des anomalies de production, etc. Chaque acteur du projet a accès à Jira et met à jour le workflow, le consommé et le reste à faire afin de faciliter le pilotage. Les tests sont décrits à l'aide d'un plugin sous Jira qui s'appelle X-Ray afin d'assurer la couverture fonctionnelle, certains tests étant exécutés manuellement, d'autres exécutés automatiquement. La couverture du code applicatif est assurée par Jira qui fait le lien entre les tâches de développement et l'outil de gestion de code. Enfin, nous utilisons Confluence pour la réalisation de la documentation fonctionnelle et technique. La description des user stories sont réalisées sous forme d'exigences et validées par les différents responsables métiers directement dans l'outil. Afin de faciliter une représentation de nos réalisations, voici quelques chiffres. En fait, nous sommes composés, l'équipe MCO est composée de 6 personnes, un CP, un business analyst, un développeur front-end, 2 développeurs back-end, un développeur DevOps. Nous assurons, si nécessaire, des renforts, développeurs testeurs selon le pic d'activité. L'équipe métier, nous avons 6 interlocuteurs métiers permanents et sur lesquels nous avons un accès direct. Alors, ce qui est important de préciser, c'est que l'ensemble des interlocuteurs métiers sont des sites géographiques différents, ce qui nous permet, l'outil dont on parlait tout à l'heure, nous permet de faciliter également les échanges. La recette métier généralement est constituée de 2 à 10 personnes selon les versions. Nous avons produit 98 US sur cette année, effectué 23 livraisons en production. Et nous n'avons pas eu de livraison urgente, c'est-à-dire liée à des anomalies bloquantes sur cette année. Je croise le doigt pour que ça continue. Ce que nous devons retenir afin de répondre aux contraintes réglementaires, nous avons mis en place un processus de delivery afin d'assurer le respect des délais et de qualité de nos livraisons. Nous avons utilisé les outils en support du processus de delivery. Nous avons choisi pour la méthodologie de conception et de test un pilotage par les exigences. Juste une petite précision, les sujets liés aux filières technologiques de développement ou architecture technique n'ont pas été abordés lors de cette présentation car cela n'a eu aucun impact sur les fondamentaux de ce qui a été mis en place. Mais je reste à votre disposition si vous avez des questions à poser sur ce sujet. Maintenant, je vais laisser la parole à Mehdi, en fait, sur le projet qui va expliquer comment la méthodologie de pilotage par les exigences a été mise en place et était l'une des clés de succès de ce projet. Voilà. Merci Pascal. Donc je vais prendre la relève. Donc avant toute chose, je vais me présenter à mon tour. Donc je m'appelle Mehdi Martel, je suis consultant pour Telis en mission chez Engie sur le projet de gestion des C2E. J'ai la fonction donc de business analyst. Et donc je vais revenir sur tout ce que Pascal vous a dit d'une manière un peu plus concrète. Donc ensemble, nous allons faire un focus sur les différentes tâches et missions qui sont les miennes quotidiennement, et je vais vous présenter les différentes pratiques mises en place sur ce projet. Je terminerai en vous expliquant en quoi le pilotage par les exigences est un véritable outil qui permet de faciliter la réussite de toutes les actions menées par l'équipe projet. Donc commençons. En tant que business analyst chez Telis, notre cœur de métier, c'est vraiment d'être formé à mettre en place les meilleures pratiques permettant de répondre de manière simple, claire et efficace aux différents besoins de tous nos clients.
Pour ce faire, nous allons travailler quotidiennement avec eux, nous allons les accompagner et nous allons passer par différentes phases que je vais vous expliquer aujourd'hui. La première phase avec un client, c'est la capture du besoin. Pour solidifier cette capture du besoin, la base de notre pratique repose sur 4 piliers fondamentaux qui sont la reformulation, la chasse au flou, les questions inventaires et les questions sous-jacentes. Une image valant mieux qu'un long discours, vous pouvez voir sur la présentation quelque chose que normalement vous avez tous dû voir au cours de votre pratique professionnelle. C'est une image qui est très connue, qui schématise et qui vulgarise tous les écueils qu'on peut rencontrer lors d'une gestion de projet. Entre ce que le client exprime, ce qui est compris, ce qui est formalisé, ce qui est développé, ce qui est financé, ce qui est budgété, vous pouvez voir sur cette image qu'il y a une très très grande différence. Moi, mon objectif en tant que business analyst sur mon projet et sur tous les projets qui sont représentés par Telis, c'est justement de limiter tous ces écueils. Et si vous regardez sur la droite de votre image, moi, mon but en tant que business analyst dans ma pratique quotidienne, c'est de faire en sorte que ce qui est exprimé par le client, je travaille avec lui pour vraiment lever tous les flous, lever toutes les problématiques qui pourraient être observées, formaliser réellement son désir, ce qui est réellement voulu, pour permettre après aux développeurs de développer ce qui est voulu et de livrer ce que le client a réellement besoin. Donc pour ce faire, quotidiennement, comment ça va se présenter? Donc déjà, nous allons travailler sur la reformulation et la chasse au flou. Ces deux techniques vont permettre d'aider le client à clarifier au mieux et à exprimer au mieux son besoin. De mon côté, en tant que business analyst, cela va me permettre de mieux comprendre ce qu'il désire réellement. À la fin de nos différents ateliers, si je lui pose comme question, par exemple, en gardant l'image qui est affichée comme exemple, si je lui pose « Vous avez donc besoin d'une balançoire composée d'un pneu gris rattaché à la branche d'un arbre par une seule corde », je dois recevoir comme réponse de sa part « Oui, c'est bien cela ». Mais tous les ateliers de conception ne pourront pas se terminer tant que je n'aurai pas la validation réelle du besoin de mon client qui se symbolise par « Oui, c'est bien ce que je désire, c'est bien ce dont j'ai besoin ». Suite à ça, je vais en plus faire des séances de questionnement, donc les questions inventaires et les questions sous-jacentes. Elles vont me permettre de verbaliser tous les à côté qui sont souvent non exprimés car logiques ou évidents dans la chemin de pensée du client, mais qui pourraient moins l'être de mon côté. Dans notre exemple, mes questions vont porter sur la taille du pneu, sa couleur, la longueur et la robustesse de la corde, l'arbre auquel la balançoire doit être attachée par exemple. Toutes ces questions vont me permettre de gagner en précision et ainsi de produire un livrable reflétant parfaitement le besoin voulu. À ces 4 piliers vont s'ajouter différentes techniques de modélisation nous permettant de schématiser les processus, les flux, de cartographier les fonctionnalités. Camille vous en montrera un exemple un peu plus tard. Une fois le besoin exprimé, clarifié et compris des deux côtés, donc du côté client et du côté business analyst, va débuter la phase de formalisation. Chez Telis, la formalisation sous forme d'exigence est une de nos grandes spécialités. Toutes nos exigences se bornent à être monophrasées, autoporteuses et balisées. Nous sommes capables de produire des livrables simples, structurés et compréhensibles. Ces livrables sont alors présentés à nos clients durant des ateliers de validation interactifs. Qu'est-ce qu'un atelier de validation interactif? C'est tout simplement un atelier, donc soit en face à face, donc moi et mon client, soit moi et différents représentants du client et métier, afin de revenir sur chacune des exigences qui ont été rédigées, une à une de les lire, de les évaluer et de les valider une à une. Le but étant qu'à la fin de ces ateliers, toutes les exigences qui ont été formalisées soient validées par le métier. Une fois la validation terminée, le recueil d'exigences définitif permettra de débuter les développements, mais aussi la conception de toute la stratégie test qui va suivre les développements et permettre le déploiement de la solution en cours de réalisation. Maintenant, on va se concentrer un peu plus sur le projet sur lequel qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, concernant le SI de gestion, merci Camille, concernant la gestion de SI, la gestion des C2E, les demandes de besoins et d'évolution reçues par le métier peuvent, comme vous l'avez exprimé avec Pascal plus haut, sont de 2 formes principales. Elles sont soit capacitaires, donc résultant d'un retour utilisateur, d'un besoin fonctionnel du métier, par exemple la mise en place d'un reporting ou d'un tableau de bord. Et on peut aussi inclure dedans, comme vous l'expliquez Pascal en amont, tout ce qui est les évolutions sécuritaires et choses comme ça. Il y a également les demandes de besoins donc réglementaires qui sont portées par la publication d'un décret ou d'un arrêté ministériel.
sachant que tout ce qui est lié aux demandes réglementaires sont fixées dans le temps, doivent être mises en place en temps et en heure, et la date de mise en application ne peut pas être changée. Donc, dans ma pratique, tout ce qui est demande capacitaire, en tant que BA, je peux accompagner le métier dans son expression de besoin. En mettant en place toutes les bonnes pratiques TELIS que je vous ai présentées en amont, donc tout ce qui est technique de reformulation, de questionnement, de modélisation, toutes ces techniques vont me permettre d'obtenir une meilleure compréhension de ce qui est attendu. De cette meilleure vision métier, il m'est plus facile d'être force de proposition et d'avancer avec le client afin de manière de formaliser ce qu'on utilise donc sous notre format hybride, des US exigentiels. Donc là, vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'une US exigentielle? Une US exigentielle, en fait, c'est une user story bien connue du projet Agile. Donc, une US standard a souvent cette forme. En tant que, lorsque je suis sur telle page, je dois, afin de. Pour gagner en précision, nous allons délier cette US avec une succession de plusieurs exigences. Cette formalisation va permettre, donc plus précise, va permettre après à tous mes collègues en charge des développements d'être mieux armés à développer et déployer les fonctionnalités demandées par le métier. Par contre, pour tout ce qui est des demandes réglementaires, ce coup-ci, ma pratique va être différente. Étant donné que notre marge de manœuvre est plus fine, toutes les demandes d'évolution inscrites dans le texte ministériel doivent être mises en place en temps et en heure et à la virgule près. Et quand je dis virgule près, ce n'est pas du tout un euphémisme. Lors d'une version précédente qu'on a mis en application là, il y a quelques temps, on a fait une exigence car on devait placer une virgule à la fin d'une phrase. Le décret demandait à ce que cette virgule soit placée là, il fallait qu'elle soit placée là. C'est justement la formalisation sous forme d'US exigentielle qui va permettre, via une arborescence bien précise, d'atteindre un niveau de détail extrêmement précis. Quand je parle d'arborescence, cela signifie que nous mettons en place un système d'exigences et de sous-exigences. Chaque exigence mère va pouvoir avoir jusqu'à 7 degrés de sous-exigence. Ces sous-exigences, elles, peuvent également avoir 7 sous-exigences, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce système d'arborescence, qui peut être vraiment très, très, très large, nous permet d'aller de plus en plus en profondeur afin d'affiner notre formalisation à un niveau quasiment millimétrique. Pour illustrer tout ce que je viens de vous dire, je vais prendre comme exemple donc, la version 32 du SI de gestion des C2E que nous avons livré le 1er octobre 2020. Cette version a été mise en place à la suite de l'apparition d'un nouveau décret réglementaire le 24 juillet 2020 dernier. Ce décret a été travaillé par le métier et nous avons reçu l'expression de besoin de la part du métier le 1er septembre 2020 et il nous était demandé de mettre tout en service le 1er octobre 2020. Donc, si vous suivez bien, vous avez pu voir qu'entre le 1er septembre et le 1er octobre, nous n'avons qu'un mois pour formaliser, comprendre le besoin, formaliser, développer, déployer, tester et livrer. L'expression de besoin portait diverses demandes, donc la mise à jour de documents réglementaires nécessaires à la validation des dossiers éligibles au C2E, comme vous l'a expliqué Pascal, donc c'est vraiment des documents qui sont nécessaires pour que le système tourne rond. L'ajout de nouveaux paramètres d'administration et une modification légère des parcours utilisateurs. Dans un délai de 4 semaines, en utilisant donc les techniques que je vous ai présentées plus haut, nous avons réussi à créer 9 US qui ont été déliés en 112 exigences, formalisées et validées par le métier, une à une. Ces 112 exigences ont permis la création de 130 tests qui ont été conçus et exécutés durant la phase de test fonctionnel qui a été faite par moi-même. Durant cette phase de test fonctionnel, moi, j'ai remonté 4 anomalies mineures qui ont pu être observées, corrigées, livrées et retestées durant ma phase de test fonctionnel. Une fois que ma phase de test fonctionnel a été terminée, j'ai pu donner la main au métier pour qu'eux puissent prendre en main toutes les nouvelles évolutions. Durant leur phase de recette métier, le métier a trouvé une anomalie que malheureusement je n'ai pas pu voir, qui a été corrigée, livrée et retestée par moi et par le métier. Tout cela a permis qu'en moins d'un mois, plus de 80% du besoin exprimé a été couvert, testé et validé avant même que le métier puisse prendre la main sur les nouvelles applications. Je vais finir en vous disant que tous ces chiffres nous permettent de bien démontrer que notre système d'US exigentiel a permis dans un délai assez court de formaliser, développer, tester et déployer toutes les fonctionnalités réglementaires exprimées par le métier. Et ceci en préservant le degré de finesse exigé dans le décret ministériel porteur de la demande. Si nous n'avions pas utilisé cette méthode d'arborescence d'exigence, et justement pour gagner en granularité fine, on n'aurait pas pu atteindre ce niveau de précision dans le temps imparti.
Voilà, maintenant je vais laisser la place à Ludovic pour qu'il puisse continuer la présentation. Merci beaucoup. Ton micro est fermé, Ludovic, je crois. Oui, c'est bon, pardon, excusez-moi. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de pouvoir participer à ce REX sur ce webinaire. Je remercie Mehdi et Pascal, ainsi que Frédéric et Camille qui m'ont facilité aussi la démarche pour pouvoir vous présenter cette conclusion. Du coup, ça sera relativement rapide. Je me présente, Ludovic Laplace. Je suis responsable de la division consulting chez Texial. Nous intervenons majoritairement pour notre maison mère NJ, dont Pascal et Mehdi font partie pour la DTR au sein de leurs activités respectives. En conclusion, les clés du succès, bénéfices et satisfaction, bien entendu. On va commencer par les clés de succès qu'on peut rencontrer. C'est de disposer bien évidemment des bons outils et de la bonne méthode pour répondre aux exigences du client, c'est la base bien entendu, et une expertise dans le suivi du cycle de vie du produit de A à Z, de l'expression du besoin à la prise en compte, développement, le test ô combien important, jusqu'à la MCO et les évolutions. Voilà, donc je ne reprendrai pas les échanges que Pascal a pu avoir tout à l'heure, c'était très très clair en tout cas. Avec un bénéfice, bien entendu, sur la maîtrise des coûts, la proactivité, de savoir être à l'écoute, bien entendu, et de pouvoir accompagner les métiers, c'est aussi une base. Et l'offre d'accompagnement du projet, donc la MCO, le maintien en condition opérationnelle. S'ensuit bien entendu la satisfaction que cela va engendrer avec le gain de productivité, le suivi complet et le respect des engagements. On parlait tout à l'heure du réglementaire, mais bien entendu, tout est lié sur cette partie C2E en tout cas, et le cahier des charges respecté dans des conditions optimales. Voilà, c'était très simple pour moi en tout cas d'intervenir et un vrai plaisir. Merci.